Nous sommes en novembre et novembre bleu est le mois de la lutte contre le cancer de la prostate. Sensibilisation, dépistage, tout ce que vous devez savoir sur cette maladie. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce novembre bleu, émission bleue, plateau bleu, studio bleu, femme bleue, tout en bleu aujourd'hui. Que du bleu par ici. Ouais. Tidja va faire la coup du bleu. Oh, wow. L'émission en bleu, en effet, l'émission qui soigne toutes les maladies, notamment le cancer de la prostate, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission de... Comment il s'appelle encore? Trump. Donald Trump. Voilà, bonne émission. Voilà, c'est ça, l'émission qui éduque, qui restaure, qui transforme, qui aide et sans laquelle vous ne pouvez vivre, tout simplement. On va applaudir encore, alors. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est novembre bleu, donc à l'instar d'octobre rose, novembre bleu est le mois de la lutte contre le cancer de la prostate. Donc c'est le mois des hommes. Peut-être des femmes aussi, on aura l'occasion d'en savoir plus, hein, mais c'est surtout le mois des hommes. Donc nos papas, nos frères, nos oncles, nos cousins, asseyez-vous, installez-vous et on doit tout savoir sur la prostate d'abord et sur le cancer. Nous avons 3 invités, 3 voix autorisées pour parler de ce sujet. Nous avons le chirurgien urologue Christian Amissa, qu'on va applaudir. Christian Amissa, oui. Re-bienvenue chez les femmes d'ici. Merci. Tu étais là déjà la fois dernière, Oui, ça s'est très bien passé. Oui, très bien passé. Les téléspectatrices t'ont beaucoup aimé. Ah oui, hein? Oui. Oui, elles m'ont dit de te dire. Ah d'accord, c'est Okay. c'est bien noté. C'est là l'émission où Yasmine parlait un peu des gonadés. On peut pas Est-ce que trop c'était les parler. gonadés? Non, c'était pas les gonadés, Ah, c'était quoi? d'accord. Je sais. L'énurésie. Ou l'émission... L'urésine. Lui, c'était les Énurésie. Ah, énurésie, effectivement. Oui. Énurésie nocturne. N'est-ce pas? Ne- OK. I remember you. I remember Okay, you now. You know. OK. Ensuite, elle est aussi chirurgienne urologue. Claudine Dossou est avec nous. Qu'on peut applaudir. Comment ça va, Claudine? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir d'avoir une femme aussi ravissante. Plaisir partagé. Ben oui, c'est vrai. Les cheveux? C'est tout blanc. Ouais, Ah c'est oui, très c'est beau. très beau. En fait, c'est ça que j'allais J'en dire. rêve. Oui, ça fait poivré. Oui, c'est ça. C'est très beau. Exactement. Merci. Je sais que tu dois être très... Ah ben voilà, on nous montre à la télé. Tu dois être très heureuse et fière de les porter. Parce qu'après, les cheveux blancs, c'est pas lié à l'âge, hein, on le sait. Bon, peut je les ai mérités en tout cas. Ah oui? Ah. Ensuite, il est témoin sur cette émission, mais en vrai, il est consultant humanitaire. Armel Horry, on va l'applaudir. Armel Horry, bienvenue. Merci bien. Très bien. Et on va parler aujourd'hui du cancer de la prostate. Moi, je vais vous demander, vous les filles, est-ce que vous avez déjà... Vous savez ce que c'est que le cancer de la prostate? Vous avez déjà eu quelqu'un, peut-être dans votre entourage, qui a eu cette maladie-là? Non, mais je sais ce que c'est. En tout cas, c'est une maladie qui touche généralement les hommes, parce que la prostate, forcément, c'est que les hommes qui les ont. Je sais que c'est quelque chose qui est quand même assez... Enfin, pour certains hommes qui l'ont, on sait que c'est une connotation un peu dévalorisante. L'homme se sent vraiment, je dirais, même le vrai terme, même impuissant par rapport à ce qui lui arrive, et c'est triste. C'est triste. Même nous, les femmes, je veux dire, on peut être impacté, C'est vrai. malheureusement, par cette maladie, et vraiment beaucoup de courage. Mais enfin, tu sembles souffrir. Non, La compatie. j'essaye de faire une petite touche un peu humoristique. C'est vrai que c'est pas drôle,
Mais c'est vrai que les femmes en pâtissent. Oui, je suis Elles d'accord en avec toi. pâtissent. Mais c'est la vérité, Aurélie. C'est la vérité, elles sont... Faut pas Tu t'inquiéter. vois, on est en c'est train parce de- que quand l'homme est malade, la famille est malade. La femme est malade. Oui, c'est peut vrai. pas- Surtout peut quand pas- c'est pas juste qu'il a un palu, il Voilà, est malade c'est intérieurement. pas lu, voilà. Très bien, Aurélie, on t'a bien compris, ne t'inquiète pas. Voilà. On aura l'occasion d'en développer. Hein. Ne t'inquiète pas, on t'a bien compris. Et toi, Didjus? Alors, oui, je sais que la prostate est un organe Oui. masculin. Donc, cet organe-là peut être malade, donc peut avoir un cancer. Dans mon entourage, non. Par contre, j'incite mes proches à aller se faire dépister, même s'ils sont fâchés, ils ne veulent pas. Mais je continue ma bataille. Ils vont aller faire. Ils doivent aller faire, ils doivent aller faire. Moi, je pense, j'en ai connu, oui, des personnes qui ont eu un cancer de la prostate, qui se sont fait soigner à l'extérieur. Et aujourd'hui, ça va. C'était... Voilà, c'est venu du jour au lendemain, comme ça. Un monsieur très, très bien portant et tout. Mais puis, on a détecté un cancer de la prostate. Mais après, je pense qu'il avait plus de 50 ans. Hein, c'est un membre de la famille. Et puis, il est parti à l'extérieur, il a duré là-bas. Et quand il est revenu, ça va. En tout cas, ça va, très franchement. Voilà. Donc, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de peur. Il y a trop de mystère autour de cette maladie-là. Nos parents n'ont pas envie de le dire quand ils en souffrent. Ils ont peur. Mais aujourd'hui, on va démystifier tout ça pour qu'au moins tous les hommes puissent aller se faire dépister. Mais en attendant, on a posé la question aux Ivoiriens. Est-ce que vous savez ce que c'est que la prostate ou le cancer de la prostate? On écoute. La prostate, je sais que c'est une maladie des hommes qui est liée au sexe. Mais en réalité, je ne sais pas où c'est situé. Voilà, je n'ai jamais fait le dépistage. Et bon, peut-être qu'à la longue, je vais faire, mais je n'ai pas encore fait. Concernant la prostate, je n'ai pas vraiment de renseignements là-dessus. J'entends parler de ça, mais je ne sais pas vraiment c'est quoi. Qu'est-ce que vous avez entendu parler? Bon, je sais qu'on dit non, c'est un mal qui se développe au niveau des voies génitales de l'homme, du garçon en général, mais bon, pas vraiment de détails. La prostate, c'est un cancer qui survient au niveau des testicules. Maintenant, au niveau de mon dépistage, là, je ne l'ai pas encore fait. Je sais que la prostate est une maladie qui se développe au niveau de l'appareil génital de l'homme. Pour l'instant, par manque de temps, je n'ai pas eu à faire mon test, mais je compte le faire bientôt et j'incite tous mes amis, mes parents à le faire. Par manque de temps. Par manque de temps, Oui, j'ai pas pour pu l'instant, faire. par Pour manque de l'instant, temps. par manque de temps. Excuse-nous. Les jeunes. Oui, Je vraiment, t'ai dit. c'est le privilège de la jeunesse. Oui, c'est ça. Alors, on va essayer peut-être de répondre d'abord à cette question avant d'écouter le témoignage de Armel. C'est quoi la prostate? Où est située la prostate? Ben, c'est Oui, à moi la oui, question, oui, vas-y. d'accord? Parce que là, j'ai mon super aîné qui est là. Oui, d'accord. Bon, enfin, moi, Voilà. je ne sais pas trop dans la médecine là, qui est né, que qui, moi, je regarde Oui. juste. Alors, sous le contrôle de mon aîné, alors il faut savoir déjà que la prostate, c'est un organe, comme vous l'avez déjà dit, et c'est un organe qui est situé en dessous de la vessie. En dessous de la vessie. La En dessous de vessie, la- c'est là où on fait pipi. Voilà, la vessie, c'est... C'est le réservoir des urines. Voilà, La vessie, c'est le réservoir des urines. des urines. Voilà. Donc, la prostate est située où? Juste en en bas. dessous. Juste en dessous. Mais Ça- comment Pour faire- ça? En fait, pour donner c'est une parce que- image, pour donner une image, voyez la vessie comme la douche Oui. et la prostate comme le siphon. Oui, mais comment nous, on sait quand on voit pour savoir que c'est ça qui est la prostate? Non, c'est c'est pas visible. dans la Ah, c'est à On voit. l'intérieur. Visible. Ah, Voilà, c'est à d'accord. l'intérieur. Ok, Est-ce c'est à que c'est pas l'intérieur. comme si, c'est pas comme chez les femmes où au-dessous de la vessie, c'est l'utérus, je crois, ou bien il ne faut pas que je dise de bêtises non plus. Hein. Oui, À peu près. Faut pas dire, faut pas Faut pas dire de bêtises. hein. Faut pas Faut dire. pas dire de bêtises. Faut pas terminer. Va traîner, va Chez traîner, les va hommes, c'est Alors, la prostate. Pour les femmes, Voilà. la vessie, l'utérus se trouve devant la vessie Ah, ok. et derrière le rectum. OK. Pour les hommes, il y a la vessie et juste en dessous, la prostate, ce petit organe sous le siphon bleu, là, OK. de très petite taille en temps général. OK, d'accord. Le tout petit truc, la prostate. Voilà. OK, très bien. Est-ce qu'avec la main, ça se touche? Non. Non, sauf à Ok. travers le rectum, l'anus. Et c'est pour ça que pour la toucher, il faut faire un toucher rectal. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que si on met la main dans l'anus d'une personne... Écoutez, je suis désolée, je suis obligée d'utiliser les mots Oui, que les médecins ont donnés. c'est ça. Voilà. Il faut dire rectum. c'est- Voilà, OK. Donc, si je mets la main dans le rectum... Le doigt. Le doigt. C'est vrai. Si on met le doigt dans le rectum, on arrive à toucher la prostate. C'est ça. Oui. OK, très bien. Est-ce que la prostate, c'est quelque chose qui est douloureux de nature ou non? C'est un organe. C'est un organe. c'est Il sert pas à quoi douloureux. d'ailleurs? Enfin, Ok. elle sert à D'accord. quoi? C'est pas douloureux.
Alors, la prostate a plusieurs fonctions dans l'organisme, notamment au niveau de la reproduction. D'accord? La prostate va produire certaines substances qui vont aider à entretenir les spermatozoïdes qui ont été produits au niveau des testicules. D'accord? Elle va aussi aider au moment de l'éjaculation à véhiculer ces spermatozoïdes-là pour traverser ce qu'on appelle la barrière cervicale. Donc, traverser le col de l'utérus pour migrer jusqu'à l'œuf à féconder. Ok, donc elle sert pendant l'éjaculation. En gros. Oui, en gros. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a... On Il n'y a pas de questions. Oui, c'est ça en Les fait. questions sont valables. Ok, parce que je me demandais bien, il y a des personnes qui aimaient particulièrement des touchés du rectum. Est-ce que c'est parce que le prostate a une sensation, la prostate a une sensation spéciale qui fait que les gens aiment ça? Il est vrai qu'au cours de l'acte sexuel, du rapport sexuel, le massage de la prostate peut amplifier les sensations. Ah, le massage? Oui, bon, le toucher, le massage. C'est pas sûr que les partenaires savent ce qu'elle... Mais bon, de toute façon, c'est pratiquement là. Okay. Et donc, à ce moment-là, ce petit massage concourant dans l'excitation du moment, qu'est le rapport, va amplifier les sensations. Ah, d'accord. Ok, je comprends. Ok, très bien. On va aller avec Armel, avant de revenir à la maladie. Donc, toi, tu as accompagné quelqu'un qui a eu le cancer de la prostate. Tu vas nous raconter un peu ce qui s'est passé. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez pour faire ce témoignage-là. Ça a été vraiment difficile. C'était un de mes oncles. Il était au niveau des forces de défense et de sécurité. Ils ont découvert ça quand il avait 48 ans par là. Quand il avait 48 ans. Et bel homme, un homme à femme. Il aimait beaucoup ça. Et quand ils ont découvert, je suis allé l'accompagner. Il m'a dit, mon petit, accompagne-moi. Toi, tu es dans l'affaire de santé, là, accompagne-moi. On a fait les examens. On a fait tous les examens. Comment il se sentait d'abord, avant de... Bon, au début, il se sentait bien. Il n'avait pas de signes. C'est à la suite d'un bilan. Voilà. Il a eu un petit palu. Il était parti en mission. Quand il est venu, il a eu un petit palu. Et il a préféré faire un bilan de santé. Okay. Quand il est arrivé, son médecin généraliste lui a dit, il faut faire en même temps les examens de prostate. Là. Donc quand il a fait, la PSA était un peu élevée. PSA, c'est quoi? C'est l'examen spécifique. Examen spécifique de la prostate, d'accord. Et quand ils ont vu, bon, c'était pas encore arrivé, c'était pas compliqué. Et il allait voir un urologue. Le l'urologue a commencé à le suivre. À tout moment, je partais l'accompagner. Et l'urologue lui a dit, pour que tu sois à l'aise, pour ne pas qu'on parle de cancer, on va t'enlever la prostate. Wow. Il avait déjà 4 enfants. C'est ce côté-là même qui a chauffé. Hein. Wow. Il dit, il m'a regardé. Il dit, mon petit, toi-même tu sais, hein, et puis ils vont enlever ça. On lui a donné tous les avantages, que il n'y a pas de souci, que il ne peut plus avoir d'enfants, mais ses activités sexuelles ne vont pas prendre un coup. Ah, d'accord. Alors, juste, donc, quand on enlève la prostate, on ne peut plus faire d'enfants? Non. Oh, wow. Ah ouais, d'accord. Très bien. Et donc, PSA, c'était quoi déjà? Antigène spécifique de la prostate. Ok, très bien. On va continuer. Et c'est comme ça, il m'a abandonné. T'as abandonné? Il dit non. Il a disparu. Mon petit, vos histoires là, moi, je ne suis pas dedans. J'ai essayé de le convaincre pendant plus d'1 mois. Hein. Et comme il partait beaucoup en mission, et comme ça, il a pratiquement abandonné même son urologue. Et il est allé, sans le cacher, il allait voir les naturothérapeutes. Il allait voir les naturothérapeutes. Et moi, il ne m'avait pas informé. Il ne m'avait pas informé. Et moi, je me suis dit qu'il était toujours en mission. Et ça a duré. Hein. Ça fait près de 2 ans. Il était dedans. Et un matin, sa femme m'a appelé. Sa femme m'a appelé et
Elle a dit que ça ne va pas chez ton oncle. Hein. Ça ne va pas chez ton oncle. Je suis rentré dans la chambre. Quand je l'ai vu, ça n'allait pas. Il faisait même 4 pattes même pour s'y déplacer. Sa fille lui a placé une sonde. Sa fille était médecin ou? Elle est infirmière. Okay. Elle lui a placé une sonde et ça n'allait pas même. Quand tu regardes même dans le réservoir de la sonde, là, c'est du sang. Alors, elle a passé une sonde parce qu'il n'arrivait pas à uriner. Voilà. OK. Et quand j'ai vu, il dit, ah, tonton, c'est arrivé loin. Donc, nous sommes partis. Et sa chance, il a eu une prise en charge. Il est allé faire sa chimiothérapie à l'extérieur. En ce moment, on n'avait pas de centre de chimiothérapie en Côte d'Ivoire. Ah, OK. Donc, il est allé. À chaque fois, il va et il revient. Une fois, je suis allé rencontrer son urologue. Il a dit, ah, Joe, et ton oncle, il est exagéré. Hein? Il n'est plus venu. Il a fait que le cancer, ça s'est transformé en cancer. Et puis bon, le cancer s'est généralisé. Oh là là. Mais je vous assure, bon, c'est insupportable. Ouais. Hein? Vivre avec quelqu'un qui souffre de cancer, mais c'est insupportable. Ce monsieur-là a souffert, il pleurait comme un enfant. Il pleurait de douleur? De douleur. Et quand il prend au niveau de ses os, il ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher. Il peut pleurer pendant plus d'1 heure. Wow. Il pleure comme un enfant. Et bon, la dernière fois, il est parti pour sa chimio. Il est parti même d'urgence, même il est retourné. Quand il est allé faire sa chimio là, il est rentré dans le coma là-bas. Il est tombé dans le coma et puis bon, ça l'a accompagné. C'est là qu'il est parti. Oui. Wow. Yako. Et puis bon, après même, ils ont découvert une insuffisance rénale. Le cancer a attaqué même les poumons, le foie, les reins, tout ça. Wow. Vraiment, ça c'est vraiment généralisé. Voilà. C'est ce qui a fait que je me suis engagé pour ça. OK. Voilà. Pour la lutte contre le cancer de la prostate. OK. Parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de bruit autour. Tout à l'heure, on en parlait, il n'y a pas beaucoup de bruit autour. Donc, ce que je veux comprendre, c'est que quand on lui a diagnostiqué déjà la maladie, il a fait 2 ans avant que ça se généralise. En fait, pendant ces moments-là, il s'est tourné vers une autre forme de traitement, comme je décris. Pendant ces 2 ans. Voilà. Très bien. OK. Mais pourquoi est-ce qu'il a eu tant peur de pouvoir se faire enlever? Bon, je vous pose la question, mais aussi à vous, qui êtes dans le domaine. Pourquoi est-ce que les hommes ont peur de se faire enlever cet organe, surtout quand ça arrive à un certain stade où il faut vraiment retirer? Qu'est-ce qui fait peur? Ce que j'ai vécu, c'est au niveau... Lui, c'était sa relation et ses activités sexuelles. C'est ce qui le préoccupait. Il dit non, que généralement, que lui, tous ceux qu'il a vus enlever la peau, ils sont morts. Il avait peut-être peur de l'opération. Voilà. En fait, il avait peur. Oui. Il avait une appréhension en fait, de tout ça. Il s'est dit que bon, si on enlève, il va mourir. Et puis bon, même si on enlève, c'est lui-même, c'est un garçon, c'est un homme. Pourquoi il va... Il dit, si on m'a enlevé ça, pour parler comme lui, personne homme, il dit, mon petit, si on m'a enlevé ça, je ne suis plus, je suis rien. Je crois ici. Mais est-ce que la prostate a un lien avec l'érection? Parce que c'est souvent aussi le fait de se dire, ça peut me rendre impuissant. Alors, souvent, ce que les hommes ont entendu, parce que autant nous, les femmes, on a entendu une cousine, voisine, une collègue dire qu'elle avait un cancer du sein, autant les hommes savent. Ils ont entendu parler de ça. Et souvent, ils savent, mon père, mon oncle, quelqu'un dans la famille a eu un problème de prostate, sans savoir si c'est un cancer ou autre chose. Et ils ont vu cette personne-là porter une sonde pendant longtemps parfois, et puis mourir dans les circonstances que M. Horry a décrites. Et donc, ils pensent que c'est automatique, qu'on ne peut pas faire autrement, alors qu'on peut faire autrement. C'est pour ça que, d'ailleurs, on incite les hommes à se faire dépister, parce que lorsque c'est dépisté tôt, on peut en guérir avec moins de conséquences. Ce qu'il a vécu sont les conséquences d'une maladie non traitée. C'est ça. Ou traitée tard. Traitée tard. Mais vous avez parlé tout à l'heure de cancer ou autre chose. Il y a d'autres maladies de la prostate. Tout à fait. Ah bon? Lesquelles? On va revenir à ça. On va marquer une première pause publicitaire et on revient.
Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici avec Dr Christian Amissa, Dr Claudine Dossou et Armelle Auric, qu'on va applaudir. Alors, on va aller d'abord pas à pas. Je pense que Didier avait posé une très belle question, mais moi, je veux que Amissa nous dise pourquoi vous, les hommes, parce qu'elle, c'est vrai, elle est urologue, elle est chirurgienne, mais elle est femme. Vous, les hommes, là, qu'est-ce qui vous fait mal jusqu'à ne pas qu'on enlève la prostate? Ça, c'est une grande question. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je posais à un homme. Alors, il faut déjà savoir, ça, c'est le médecin qui parle. C'est ça. D'accord. La prostate, j'ai plus ou moins décrit tout à l'heure quelle était sa fonction donc dans la reproduction. Et en matière de sexualité, la prostate n'a pas vraiment d'action, de fonction dans l'érection. Quand on parle de cancer de la prostate, on parle de traitement de cancer de la prostate, généralement, ça se résume à une chirurgie, d'accord, qui va emporter la prostate et plus ou moins son environnement organique, c'est-à-dire les annexes, l'environnement dans le corps. Et à l'occasion de cette chirurgie, on n'est pas toujours assez, je vais dire quoi, adroit, si je peux m'exprimer ici, pour préserver ce qu'on appelle les bandelettes nerveuses. Les bandelettes nerveuses. Les bandelettes nerveuses, ce sont, je vais pour caricaturer, ce sont des couloirs que traversent les nerfs érecteurs. Qui permettent d'avoir l'érection. Qui permettent donc d'avoir l'érection. Ah, d'accord, je comprends Alors, mieux. C'est la peur donc de ne plus pouvoir être érect. De ne plus pouvoir avoir des érections naturelles. Je précise naturelles parce que Dieu merci, la science a évolué, il y a des alternatives. Et donc cette peur-là fait que les hommes en général, qui ne sont pas assez informés, vont fuir ces propositions thérapeutiques. Donc en vrai, c'est pour le sexe. Parce Oui, que vous voulez être performant au lit. Imaginez-vous, comme l'oncle de M. Ri disait, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il est, à quoi il sert. Donc vous, là, si ce n'est pas ça, là, vous ne savez pas grand-chose. C'est quoi la différence entre un homme et une femme? Mais si tu n'as pas le sexe, tu peux donner l'argent, tu peux t'occuper de la famille, tu peux... C'est tout, c'est pas grave. Ce qui fait que dans la chirurgie, il y a... Est-ce que c'est parce que c'est au niveau de la qualité du chirurgien que souvent le chirurgien qui opère, je veux dire sans faire exprès, coupe la partie nerveuse qui permet l'érection, ou est-ce que c'est parce que le nerf n'est pas forcément pareil dans l'organisme de tous les hommes et donc souvent on le coupe? On peut l'éviter. La deuxième option, déjà, parce qu'en chirurgie, il n'y a pas de chirurgien trop fort. D'accord? Quand on rentre dans un organisme, chirurgicalement parlant, il y a beaucoup de variantes. L'anatomie, ce n'est pas comme la pièce où on sait où on a rangé le fauteuil, où on sait où on a rangé le meuble. C'est ça. Ce sont des organes. Et chaque organisme a sa conformation anatomique. D'accord? Et même dans le traitement, on peut être appelé à léser ces bandelettes nerveuses-là en fonction de la présentation même de la prostate. Au moment où on fait l'opération. Je comprends. Alors, s'il y a des déformations qui nous imposent d'aller un peu plus loin que les limites, les justes limites de la prostate, mais il va sans dire qu'on augmente le risque de léser ces nerfs-là. Très bien, je comprends. Donc, rapidement, tu as dit qu'il y a les fonctions érectiles ne seront plus normales, c'est ça? Oui. Mais il y a des alternatives. C'est quoi les alternatives, vite fait? Les alternatives, on a des méthodes médicamenteuses qui vont consister en l'injection de certaines substances, d'accord, qui peuvent provoquer l'érection. On a aussi des prothèses péniennes. Ah voilà, je me disais bien. Des prothèses. Des prothèses comme les femmes, si il y a plus de seins, l'ablation du sein, on peut mettre des prothèses. Eux aussi, ils peuvent mettre des prothèses pour... Voilà. Ce sont des dispositifs qu'on va installer dans les corps caverneux avec un bouton on-off. C'est des prothèses internes ou externes? Internes. 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 Donc ça permet de maintenir l'affaire droite. Voilà, comme je disais, c'est un dispositif qu'on va installer dans le pénis avec un bouton on-off. Comment un bouton on-off? Donc il y a une télécommande. C'est ce que je vais expliquer. Il faut expliquer. Alors, c'est très important. Il y a une pompe qu'on va disposer dans l'organisme. Une pompe qui va permettre à l'ancien malade, donc qui a été opéré, qui est guéri, de pouvoir avoir des érections à la commande. Ah! Et qui appuie sur le bouton? Lui-même. Il a le bouton gardé dans son placard? Dans son corps.
Il a pu comment? Il est relié à quoi, ce bouton? La femme Au peut garder le cerveau, bouton. je sais pas. La femme peut garder la télécommande? Non. Ça, c'est une bonne question. Toi, tu sors. Pas La télécommande, toi. Mais Voilà. C'est Dieu pas merci, aussi simple. c'est un dispositif, d'accord? C'est un dispositif hydraulique, d'accord, qui va fonctionner avec des pressions qui vont injecter le produit dans la prothèse pénienne pour faire l'érection. Et quand Ah c'est ouais. fini, on décompresse. Mais ça veut dire qu'il va falloir qu'il aille toujours à l'hôpital pour faire gonfler ça ou Non, c'est lui-même à Tout la est- maison, tout il est à met l'eau l'intérieur. Tout est à dedans. l'intérieur, Tout en est à fait. l'intérieur. On lui montre comment Ce il que fait. j'ai appelé le bouton Mais ça on-off, vient de c'est une l'extérieur. pompe, d'accord, C'est qui va permettre d'injecter le produit qui fait du l'érection ventre, c'est pas loin. à l'intérieur de Mais, donc, c'est dans sa prothèse. peau. Elle dit que c'est dans la peau du ventre. On fait un trou et puis On fait un trou et puis il On met appuie. un dispositif sous la peau, il appuie dessus, ça provoque l'érection Ah, d'accord. et tout ça. Donc, s'il est avec une femme, il appuie. Voilà. Mais Et est-ce quand que il le- finit, il fait quoi? Est-ce que le plaisir est le même? C'est pour dire comment ça vous fait comprendre que le plaisir, ce n'est pas seulement l'érection, c'est aussi à une participation psychologique C'est ça. importante. Tout à fait. Voilà. Ah, mais c'est très, très bien. Et ça se fait en Côte d'Ivoire ici. Oui, Waouh. l'accessibilité aux prothèses n'est pas toujours aisée, mais ça Ouais. se fait. Bien sûr. Alors ça, c'est déjà très bien comme information parce que faut pas que les gens aient peur. Ils vont aller garder des maladies qui vont les détruire plus tard. Il y a toutes ces alternatives-là. C'est vrai qu'on peut en rire, mais à partir du moment où tu as une télécommande et puis au moins, c'est sûr que ton mari à 60 ans, il est encore Dieu, quoi. Est-ce que les pilules bleues qu'on connaît peuvent aider aussi en cas de... Pilule de bleue dé- que tu connais ou qu'on connaît? Qui connaît? Les pilules bleues dont on entend parler depuis des années, même à la télé, ma chère chérie, hein. C'est quelle pilule? Le Viagra. Ah, ben. Voilà. Est-ce que ça peut aider aussi en cas de défaillance de la prostate? Ça, Pas non. vraiment. Non, ouais. parce que ça... Ouais. Pas vraiment. Hein, docteur? Pas vraiment. Ça Non, dépend parce des que c'est procédures. pas ça n'agit pas sur le même, la même physiopathologie, enfin la même cause. OK. Là, dans cette cause-là, disons que c'est une atteinte du nerf. Et donc, la commande ne se fera pas, quel que soit le dosage de la fameuse pilule bleue. Par contre, d'autres éléments peuvent entraîner ça, mais ça dépend des circonstances. Donc, l'urologue va évaluer qu'est-ce qui a provoqué la défaillance et puis trouver le moyen de corriger cela. En réalité, lorsqu'on va faire la chirurgie de la prostate, vous voyez, c'est dans le petit bassin, c'est très étroit. Ouais. Donc, il n'y a pas de place pour dire écartez-vous, je vais aller directement sur la prostate. Donc, c'est ça qui fait la difficulté lors de la dissection de ne pas atteindre les nerfs érecteurs. Et c'est même la raison pour laquelle on appelle les hommes au dépistage, parce que lorsque le cancer est diagnostiqué sur une prostate de taille quasi normale, elle est plus facile à enlever. Donc, le risque de léser le nerf érecteur est plus faible. Voilà, le risque zéro n'existe pas dans la matière, mais le risque est plus faible. Quand je commençais l'urologie, la plupart des cancers qu'on découvrait, les prostates étaient de gros volumes, c'était inextirpable, on ne pouvait pas proposer la chirurgie. Mais aujourd'hui, parce que l'information quand même passe, les hommes viennent plus tôt, quand même, les diagnostics se font plus tôt, donc sur des prostates de taille plus réduite, donc on a de meilleurs résultats. D'accord. Et donc, je disais, c'est quoi les différentes maladies de la prostate et à quel âge il faut commencer à se faire dépister? Alors, à partir d'un certain âge, autour de la cinquantaine, la prostate, de manière inévitable, va augmenter de volume. Ça, aucun homme ne peut y échapper. Mais à une vitesse plus ou moins lente, on va dire, selon des facteurs génétiques et tout. Mais, donc à partir de 50 ans, les hommes vont commencer à observer des signes. Certains plus tard, hein, certains autour de 60 ans, même 70 ans, certains un peu plus tôt. Et donc ces signes-là doivent les amener à consulter. Et on va découvrir que la prostate a augmenté de volume. L'augmentation de volume de la prostate n'est pas un cancer forcément. Une prostate peut augmenter de volume sous l'effet d'une tumeur bénigne qu'on appelle adénome de la prostate. Et donc c'est bénin, c'est une tumeur, mais c'est bénin, ce n'est pas un cancer et elle a son traitement. Une prostate peut être le siège d'une inflammation, d'une infection un peu chronique. C'est une prostatite qui va la rendre douloureuse par moment. Elle va augmenter de volume par moment, être très douloureuse, pénible, avoir des répercussions sur la vidange de la vessie, mais ce n'est qu'une prostatite. Donc là encore, le traitement est purement médical et on surveille. Et en fait, les symptômes ne disent pas forcément que c'est un cancer. C'est tout un ensemble de démarches diagnostiques qui vont aboutir au diagnostic de cancer et donc permettre de donner le traitement spécifique. Donc, un homme de 35-40 ans, ce n'est pas nécessaire de vérifier, de faire un dépistage? Alors, M. Horry a parlé de son oncle qui avait 48 ans lors du premier diagnostic. Et aujourd'hui, on a découvert qu'en Côte d'Ivoire, les cancers rajeunissent, on va dire.
rajeunissent. Et donc, le programme et le scénario ont recommandé de faire le dépistage à partir de 40 ans. J'ai eu des patients de 42 ans, de 46 ans, avec des cancers avérés, diagnostiqués et tout. Et donc, malheureusement, souvent, c'est des formes fulgurantes très méchantes pour la plupart du temps. Alors que le cancer chez un sujet plus âgé évolue très lentement. Et chez des sujets on va dire sur des cadavres de plus de 80-90 ans, on trouvera des cancers, mais l'homme ne sera pas mort d'un cancer de la prostate parce qu'il ne se sera pas exprimé. Alors, moi, à ce niveau-là, j'aimerais savoir, est-ce que ce n'est pas surtout lié à l'activité sexuelle? Parce qu'il disait que son oncle aimait beaucoup les femmes. Et on constate effectivement aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ou même dans le monde, que les hommes aiment beaucoup découvrir plusieurs femmes. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que justement la maladie, le cancer de la prostate est beaucoup plus fréquente et rajeunie? Oui, et va chez les plus jeunes. Parce qu'avant, c'était les vieilles personnes. Mais de plus en plus, les jeunes ont des activités physiques intenses. Et je dis ça parce qu'on dit que souvent aussi des femmes peuvent avoir aussi des MST. Donc le fait que vous alliez de femme en femme, à gauche, à droite, vous pouvez choper quelque chose. Donc est-ce que ce n'est pas dû à ça aussi, le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels? Et puis non seulement ils ont beaucoup de partenaires sexuels, mais ils aiment ça. Parce que si à cause de ça, tu dis que tu ne veux pas aller te soigner. Sans préservatif aussi, je précise. S'ils ne veulent pas aller se soigner à cause, ils ont peur qu'on enlève à cause de ça. C'est que ça doit être doux. Hein. Dites-nous la vérité. Je comprends pas. Messieurs et mesdames les docteurs. Oui. Qui veut se lancer? Non, c'est au docteur là même, je veux demander. Ah oui, hein. D'accord. Alors, en matière de sexualité et de survenue de cancer, il y a certaines études qui ont été faites, d'accord, qui ont eu des conclusions qui restent toujours sujets à polémique et qui, au contraire, prônent la multiplicité des éjaculations. Attention, on dit la multiplicité des éjaculations, mais pas dans plusieurs partenaires. J'arrive. Il faut bien préciser. Laissons-le. Des éjaculations. Je te menace pas. Chaque homme est libre, d'accord, d'avoir recours aux moyens qui est à sa disposition ou qui sont à sa disposition pour faire des éjaculations. Donc, quitte à avoir plusieurs partenaires, c'est son moyen. À faire la chose en solo, c'est son moyen. Mais pour résumer, c'est pas vraiment on ne peut pas retenir cette hypothèse comme cause de survenue des cancers. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt lié aussi au mode de vie, consommation d'alcool, de tabac, ce genre de choses-là? Mauvaise alimentation? Le tabac font partie de ce qu'on va appeler des facteurs de risque. Donc la surconsommation d'alcool, le tabagisme, ce sont des facteurs qui peuvent concourir à la survenue, au développement de cancer. C'est ça, comme de beaucoup d'autres maladies d'ailleurs. Ouais. Mais donc ce que tu dis, c'est que cette hypothèse-là disait qu'on peut avoir l'homme peut avoir plusieurs partenaires. Plusieurs éjaculations. Pas plusieurs partenaires. Parce que je sais que ça va partir sur TikTok. C'est pour ça attention. Il faut bien préciser. On n'a pas dit d'avoir plusieurs partenaires, on dit plusieurs éjaculations. Mais effectivement, si toi, ton éjaculation, c'est avec plusieurs personnes, c'est ça. Et que ça ne va pas t'emmener à avoir un cancer de la prostate, c'est ça? Oui, ça réduit au contraire le... C'est pas lié le fait d'avoir plusieurs partenaires? Ce sont des études qui ont été faites. Mais il n'y a pas de consensus scientifique sur les conclusions. Donc, vous êtes d'accord? On dit qu'il n'y a pas de consensus. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord. Non, parce qu'on ne veut pas que les hommes trompent les femmes. Et puis ça n'a rien à voir. Si on peut dire que ça a un lien et puis que ça peut les empêcher de tromper, au moins je pense que ça va réduire le taux de... On a fini de dire que c'est pas parce que si nous on dit que ce qui n'est pas vrai là, c'est pas bon aussi. Je sais, mais docteur femme, faut dire la vérité. Je veux t'écouter. Docteur femme. Non, la vérité, c'est que la multiplicité des partenaires expose aux infections sexuellement transmissibles, dont la plus grave est le sida. Hein. Donc, à s'amuser avec de multiples partenaires, on augmente le risque de choper un sida. Et là, c'est à son plus grand regret. Mais pas le cancer de la prostate. Non. OK, bon, on est unanime là-dessus, il n'y a pas de souci. Dis-moi, toi, ton oncle, par exemple, est-ce qu'il était il était marié, il avait peut-être une femme plus jeune qui demandait qu'il soit... Parce que moi, ça me fatigue quand même qu'on refuse, à cause du sexe, de se faire soigner. Bon. Est-ce qu'il était avec une femme plus jeune? Est-ce qu'il était avec plusieurs peut-être partenaires? Bon, le connaissant, il avait beaucoup de partenaires. Beaucoup de partenaires? Beaucoup de go. En dehors de la maison. OK. En dehors de la maison, parce que il était un bel homme, je vous le dis. En plus, militaire ou gendarme, eux, ils aiment femmes. Oui, c'est ça, il était gendarme. Ouais. Bel homme.
quand il est dans sa tenue, Yes. en tout cas, les femmes se battaient pour lui. Wow. En dehors de la maison. De la maison. Voilà, en dehors de la maison. Et en fait, son problème, c'était les expériences déjà vécues. Et ça lui a créé beaucoup d'appréhension. Ouais. Et il me confiait beaucoup de choses là-dessus. Il dit, ça, que je ne peux pas. C'était en quelle année déjà 2018 par là. Ok, donc les choses n'étaient pas encore autant avancées. C'était dans les années 2018. Mais justement, je trouve que, on le disait tout à l'heure, je trouve que les campagnes ne sont pas assez agressives à mon goût parce que le mois de novembre tire à sa fin, mais on n'a pas vraiment senti que les hommes ont pris ce combat-là à bras le corps comme le font les femmes pour Octobre Rose, par exemple. C'est passé quasiment inaperçu. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de communication aussi Au niveau des hommes, on va marquer la deuxième pause publicitaire et on reviendra parler de ça. Pourquoi les hommes ne prennent pas à bras le corps cette affaire de cancer de la prostate? De retour sur le plateau des Femmes d'ici pour Novembre Bleu avec Christian Amissa, Claudine Dossou et Armelle Auric, qu'on va applaudir. Alors, c'est la troisième et dernière partie, donc on va essayer de toucher à presque tout. On va d'abord répondre à la question pourquoi ça passe pas. On a l'impression que les hommes n'ont pas pris cette campagne-là à bras le corps. Pourquoi, selon toi? Selon moi, je le dis toujours, en Côte d'Ivoire, quand il y a un événement que les femmes sont au devant, il y a toujours une réussite. C'est vrai. Et quand la femme se met au devant, les autorités aussi se mettent au devant. C'est ça, c'est vrai. On l'a déjà vu pour Octobre Rose. Ouais. Et ça fait plusieurs années. Les femmes sont au devant des choses. Les hommes les ont emboîté le pas. Et ça, c'est vrai que Novembre Bleu, c'est un peu timide. Ça a été comme ça aussi pour Octobre Rose au début. Voilà, au début, ça a été timide. Mais je pense que ça aura plus de l'ampleur parce qu'aujourd'hui, les spécialistes vont le dire, le cancer de la prostate est devenu le cancer le plus mortel en Côte d'Ivoire. Ah oui? Oui. Waouh! Voilà, donc... OK. Donc, effectivement, je pense que les femmes devraient se l'approprier parce qu'après, c'est normal. Si, tout ce qui concerne la femme, tout ce qui concerne l'homme... Concerne la femme aussi. Obligatoirement. Bien sûr. Voilà. Parce qu'on est concerné par tout ce qui va lui arriver. Bien sûr. Oui. Très bien. Donc, est-ce que le cancer de la prostate est héréditaire? Parce qu'on sait qu'il y a des cancers qui sont dans les gènes et tout. Héréditaire, je ne dirais pas héréditaire, mais il y a des formes familiales, on va dire, où dans la famille, lorsque le grand-père, l'oncle a eu un cancer de la prostate, l'homme doit savoir qu'il est exposé. Ses risques sont plus élevés. Okay. Voilà, donc c'est à cette personne-là de se faire dépister plus tôt. Alors, le mot dépistage veut juste dire aller consulter sans attendre d'être malade. Okay. Quand on dit de se faire dépister à partir de 40 ans, c'est de consulter un médecin qui va faire l'examen, va faire le premier bilan, et puis maintenant, chaque année, c'est une fois par an, tant qu'il n'y a pas de maladie, hein, on les voit une fois par an. Donc, comment on fait le dépistage? Parce que les gens peuvent avoir peur de ça. Comment est-ce qu'on se dépiste? Alors, le premier examen va consister à un examen clinique, forcément, donc le fameux toucher rectal qui se passe à huis clos, hein, dans un espace bien clos, en toute intimité. Dans une salle ça se passe comment? Le patient est couché et puis le médecin va mettre le doigt à travers son anus et palper sa prostate. D'accord. Et c'est tout. Et il va voir si c'est gros. Ensuite, pour le médecin habitué, en touchant, on a déjà une idée du genre de prostate devant lequel on est. Okay. Mais ça ne suffit pas. Il y a l'examen de sang qu'on appelle le dosage des PSA, l'antigène spécifique de la prostate, dont la valeur normale est inférieure à 4. Au-delà, on suspecte un problème. On ne sait pas encore lequel c'est, mais on suspecte un problème. Okay. Et puis, on fera une échographie et toujours par étapes. Ensuite, on peut être amené à faire un scanner, une IRM. Et lorsque l'ensemble des éléments est fortement suspect, on fera une biopsie. Okay. Donc, on va prélever un bout de prostate, analyser. On prélève un bout de prostate? Oui. On met un tuyau à l'intérieur? On met une aiguille. Une aiguille à l'intérieur. Il y a une anesthésie locale? Oui. Ah, d'accord. Donc, il ne va rien sentir? Non. Il n'y a pas de lubrifiant? Aiguille, là. Mais je ne sais
pas, moi, je suis en Je train pense de qu'il y a un peu demander. de lubrifiant quand même. Oui, il y a le lubrifiant et il y a l'anesthésie. Voilà. On prélève, c'est des aiguilles très fines. Hein. Ah, On ok. prélève des carottes de prostate et le pathologiste va nous répondre c'est un cancer. C'est tel cancer à tel degré. Et donc, c'est à partir de là que le médecin va proposer le traitement. D'accord, ça c'est pour une personne qui est en train de se faire dépister. Maintenant, une personne qui soupçonne peut-être qu'elle a un cancer de la prostate, comment elle se sent? Est-ce qu'elle va beaucoup faire pipi? Est-ce qu'elle n'arrive pas à faire pipi? Est-ce qu'elle a mal au bas-ventre? C'est quoi les symptômes? Déjà, quand la maladie commence, il n'y a pas de symptômes spécifiques. Ok. C'est ce qui fait l'intérêt donc du mois de novembre bleu pour inviter au dépistage. D'accord? Un cancer de la prostate qui commence à se manifester, c'est un cancer qui a au moins 10 ans d'âge. Oh, wow. D'accord? Et ça dépend du type de cancer. Mais c'est un cancer qui est déjà avancé. Et en matière de manifestation, les symptômes sont divers. D'accord? Et il n'y a pas de spécificité. On aurait les mêmes symptômes dans une tumeur bénigne, on pourrait avoir les mêmes symptômes dans une inflammation de la prostate. Ça peut être des troubles urinaires, ça peut être des douleurs. D'accord? Et généralement, pour un spécialiste, on est alerté, d'accord, chez une personne d'un certain âge qui vient avec des problèmes urinaires auxquels vont s'associer des douleurs osseuses. Ah, des douleurs dans les os. Des douleurs osseuses, généralement dans le bas du dos ou dans la colonne vertébrale, parfois au genou, mais des douleurs vraiment intenses. Ok. Alors, devant des symptômes pareils, tout de suite, le spécialiste sera alerté de faire le dépistage et apprécier. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce qu'une personne peut dire, par exemple, bon, je n'ai pas tous ces symptômes-là, mais mon âge avance, je veux aller faire enlever ma prostate juste pour ne pas avoir de problème? Oh, ce serait excessif. Non, parce que... Ah, Ce serait Parce que sinon, excessif. après, il ne peut pas faire d'enfant. L'idée, il a Non, mais déjà s'il a fini. l'idée, Parce qu'on c'est a vu déjà... en Europe, il y a les femmes qui sont allées faire le truc Oui. du sein, là, ablation du sein, juste parce qu'elles se disent, bon, dans mes gènes, il y a le cancer, je n'ai pas envie d'en avoir, donc je Oui. mets des prothèses mammaires, c'est fini. L'idée, c'est déjà de pouvoir dépister la maladie. Ouais. Mais à titre préventif, individuellement, quelqu'un, comme vous dites, peut souhaiter, d'accord? Mais bon, ce n'est pas dans nos pratiques habituelles. D'accord. C'est à la demande, le chirurgien va apprécier l'opportunité, la nécessité, et puis on verra. Mais alors, pour D'accord. quelqu'un qui est malade, qui a un cancer de la prostate, est-ce qu'on va tout de suite pour retirer ou alors il y a un traitement qui peut guérir? Alors, quand on parle de cancer, à l'instar de tous les cancers, une fois que c'est dépisté tôt, on a l'avantage de pouvoir en guérir via des méthodes chirurgicales ou radiothérapie. Enfin, il y a certains protocoles qui existent en fonction des cancers. Et donc, quand il a été découvert tôt un cancer de la prostate, idéalement, c'est d'extirper la maladie. Ok. Donc, chirurgie. Ouais. Voilà. Donc, on passe pas par des médicaments, des trucs et tout. Non. Non, ok. Oui, tu voulais dire quoi? Comme le spécialiste l'a dit, le cancer là, il est localisé, on le voit. C'est ça. On peut facilement l'enlever. Ouais. Mais par contre, toi, dans ton cas, il faisait des chimiothérapies. Oui. En fait, moi, aujourd'hui, étant dans la lutte contre le cancer en général, j'ai compris beaucoup de choses. Ok. Mais malheureusement, il était déjà parti. Ouais. Parce que c'est l'alternative de son traitement en dehors de... C'est ce qui a accéléré le cancer. Ah oui, c'est ça. Et puis, ça a créé une insuffisance rénale. Tout Les à trucs fait. des plantes et tout, Voilà. et tout là. En fait, c'est ce traitement-là qui a accéléré Ok. son cancer. Parce Ouais. que ça s'est passé en moins de 5-6 ans. Hein. Waouh. En moins de 5-6 ans, et puis c'est parti. Ok, d'accord. Et donc, si une personne se fait opérer, par exemple, de la prostate, qu'elle est guérie, enfin, qui a un cancer de la prostate, elle se fait opérer, elle est guérie, est-ce qu'il y a une hygiène de vie qui doit être respectée après ça? Non, ils mènent une vie normale. Ouais. Voilà, il n'y a pas de recommandations particulières, sauf pour sa santé générale, comme d'habitude, faire un peu de sport, manger sain. Ça, c'est les recommandations à la population générale. Ok. Mais quand même, il est soumis à surveillance. Parce que c'est vrai qu'on aura enlevé l'organe, mais comme on sait, le cancer part de la cellule. Et on ne sait jamais à quel moment une cellule est partie se cacher quelque part. C'est l'origine des métastases. Hein. C'est une cellule qui a quitté l'organe et qui est partie se loger au niveau du foie, du poumon ou bien de la colonne vertébrale. Et donc, on ne sait jamais à quel moment une de ces cellules dormantes va se réveiller. Ok. Donc, c'est vrai qu'on est guéri, mais on est toujours sous surveillance. Ok. Voilà. Il paraît que tous les hommes sont
susceptibles d'avoir le cancer de la prostate. Tous les hommes, il paraît, sans exception. Est-ce que c'est vrai? Mais comme tout le monde qui a un poumon serait susceptible d'avoir la toux, tout homme qui a une prostate est plus ou moins exposé parce qu'il a une prostate. Le développement du cancer ne répond pas à certaines dispositions particulières. OK. Voilà. On a une prostate, on est susceptible de développer tout type de maladie sur la prostate, dont un cancer. OK. Est-ce qu'il y a une frange de la population qui est plus exposée qu'une autre? Une frange. Une partie de la population masculine qui est plus exposée au cancer de la prostate? Comme Dr Dossou a déjà dit, à partir d'un certain âge, d'accord, on est plus ou moins appelé à faire du dépistage. Donc, on a situé à la cinquantaine, mais dans notre contexte, il faut dès 40-45 ans commencer à surveiller. D'accord. Parce que c'est à partir de ces âges-là qu'on va commencer à manifester la maladie. Surtout que c'est dormant depuis longtemps, peut-être que c'est maintenant que ça va commencer. Concernant la sensibilisation sur cette maladie, je peux dire qu'effectivement, comme DJ l'a dit, ce n'est pas vraiment très poussé. C'est-à-dire qu'on n'entend pas vraiment parler, on n'en fait pas un tollé comme on en fait pour le cancer du sein. Parce qu'au départ, même les femmes, c'était tabou. Quand tu disais que tu avais un cancer du sein, tu avais tellement peur de le dire que tu cachais et puis finalement, tu mourais, tu pouvais mourir. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, les femmes devraient aussi prendre en main ce problème. Elles devraient aussi communiquer parce qu'il s'agit aussi, comme je disais ça au début, je m'amusais, mais il s'agit effectivement du bien-être du couple, de la santé du couple, de la santé sexuelle. Et une femme qui n'est pas épanouie, on sait tous que c'est compliqué. Et un homme aussi qui est impuissant, ça crée des problèmes. Donc je pense que, comme vous l'avez dit, la maladie peut être prise dès le début. Si elle est prise tôt, elle peut être soignée. Donc il faut vraiment que la communication se fasse de plus en plus forte. J'ai envie de demander, à quel moment quelle maladie de la prostate peut avoir un lien sur la puissance ou l'impuissance? C'est ça. Est-ce que la prostatite peut entraîner une impuissance? Pendant les crises douloureuses, à cause de la douleur, tout bêtement. Okay. Mais ce que je voudrais dire aux femmes qui veulent participer à la lutte, c'est d'observer leur conjoint. Oui. Alors, si votre conjoint dure dans la douche, que pour vider sa vessie, vous l'entendez gémir, ou bien il met 15 minutes alors qu'avant il en mettait 5, qu'il aille consulter. Okay. S'il se lève 4 fois, 6 fois, 8 fois la nuit pour faire pipi, il faut qu'il aille consulter. Parce que tous ces signes-là disent que sa prostate a augmenté de volume. Ça ne dit pas encore que c'est un cancer, mais au moins ça dit que sa prostate a augmenté de volume. Et lorsqu'il va consulter, le spécialiste fera le chemin, le parcours du diagnostic pour dire quel genre d'augmentation de volume on a à faire. Et puis la surveillance pourra commencer. Et puis démystifier aussi l'analyse, comme vous dites, comment on appelle le toucher rectal, parce que beaucoup d'hommes ont peur, comme on dit, qu'un homme le touche derrière ou une femme, alors que vaut mieux le faire maintenant plutôt que quand c'est chaud maintenant, là vous laissez faire. Je suis d'accord. J'ai entendu tout à l'heure échographie. Donc l'échographie aussi permet de voir le volume de la prostate. Du coup, est-ce que le toucher est absolument nécessaire? Dans nos contextes, toujours oui, on va dire. C'est pas toujours, parce qu'il ne faut pas que le dépistage soit dans les grandes villes. Il faut que ça puisse se faire partout. Ouais, c'est ça. Déjà, donc tous les médecins, on apprend à faire le toucher rectal, ça fait partie de notre formation. Donc tous les médecins savent faire un toucher rectal. Et lorsqu'on déjà, au toucher rectal, votre prostate attire l'attention du médecin, c'est déjà pas bon. Ouais. Parce que normalement, une prostate de volume normal, bon, ça passe, quoi. Mais au moins, il faudrait... Alors, quand on passe de dépistage, c'est pour appeler les hommes à aller consulter. Voilà. Est-ce qu'une femme peut faire un toucher? Je savais. Et puis, à son partenaire, et puis elle peut dire que là... Non, mais comme elle est médecin, elle peut dire que si c'est un peu gonflé à tel niveau, bon, je demande, c'est normal. Il y a des femmes à qui ça peut arriver de faire ça. Donc, docteur... Si dans sa pratique sexuelle, oui, elle fait régulièrement le massage. En fait, c'est quoi le dépistage? C'est-à-dire qu'on passe de l'état normal à l'état anormal. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. OK, c'est un peu plus gros que d'habitude. Voilà. C'est ça. Et puis, ça lui fait mal, par exemple. Donc, ça lui fait mal cette fois-ci. Ah oui. Donc là, elle va dire, mon ami, là, c'est pas comme d'habitude. Donc, il vaut mieux aller consulter. D'accord.
Moi, j'ai bien aimé le truc d'aller faire pipi plusieurs fois parce que celui dont je parle, qui a eu le cancer de la prostate dans la famille, là, lui, c'était qu'il allait faire pipi tout le temps. Oui. Ouais. Beaucoup, il se réveillait tout le temps. C'est ça. Et donc, sa femme lui a dit non, c'est pas normal, il faut... Il disait non, mais je bois beaucoup d'eau. Il dit non, il faut aller voir. Et effectivement, c'était un cancer de la prostate. Ouais. Alors, Armelle, toi qui milites maintenant pour ça, hein, contre le cancer de la prostate, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce que les hommes sont réceptifs sur le terrain? Comment ça se passe? Bon, et il faut dire que dans cette lutte-là, nous appartenons à une coalition des organisations. Ok. Voilà, donc, et on a mené des activités cette année Ouais. au sein des forces de défense et de sécurité. Ah, c'est vrai, ça c'est très bien. Il faut partir Et là-bas. on invite. Et puis là, attends, il te dit le coach, tu dois partir. Force de défense et de sécurité, je suis désolée. Et même souvent, quand ils m'arrêtent sur la route, ils disent toi, tu parles de nous à la télé là-bas, pardon, vous êtes mes parents. Force de défense et de sécurité, les instituteurs, les enseignants, les médecins, les trois corps là, il faut partir là-bas. D'accord. Ensuite, continue. Et comme je disais, il faut, c'est la sensibilisation. Arriver à un certain niveau, on sera obligé de choquer C'est ça. pour qu'on puisse prendre conscience. Avec des images chocs. Tout à fait. On sera obligé de choquer. Et je pense que les années à venir, il y aura beaucoup de choses qui seront faites sur le cancer de la prostate. Vous allez voir, les choses vont changer. On espère Et bien. L'État est en train de faire beaucoup déjà Ok. au niveau du traitement du cancer, la prise en charge du cancer. J'allais demander ça justement. Est-ce que c'est coûteux, la prise en charge du cancer de la prostate? On va aller rapidement les dernières questions. C'est les médecins, les spécialistes, oui. Tout à fait. Coûteux. Et bon, comme on a l'habitude de dire, la santé n'a pas de prix. Oui, mais bon, Mais à peu pour près quelqu'un, à peu tranche près pour- combien? Pour voilà. quelqu'un qui n'a Idéalement, il faut réduire les dépenses en participant au le dépistage. dépistage, c'est ça? Question de diagnostiquer la maladie tôt, Mhm. faire l'intervention s'il y a lieu de la faire pour guérir, d'accord? Mhm. C'est vrai que l'intervention a un certain niveau de coût, mais c'est beaucoup plus avantageux de faire cette dépense-là pour être bien portant après. Parce Ouais. qu'après, quand ça évolue, ben, les coûts de cette prise en charge avoisinent le seul coût de l'intervention. D'accord? Bon, il a été très diplomate, donc je n'ai pas bien compris. Mais je me En termes de tournais vers- prix, en termes de chiffres. Oui, genre, Concrètement. Non. une chimio peut coûter combien? Ça dépend. Ça dépend au moment où vous arrivez. Une chimio, son prix varie entre l'état, selon l'état auquel vous êtes diagnostiqué. Si vous avez des métastases, une métastase unique ou multiple, si vous Ok. répondez au traitement ou pas, il n'y a Ok. pas de diagnostic établi, ferme. Non, non, Et c'est c'est un peu vraiment cher quand même. individuel. C'est un peu cher, oui. Et plus l'état est avancé, plus ça coûtera cher. Et plus vous aurez à faire de multiples chimiothérapies auxquelles on va ajouter la radiothérapie. Et donc, ça va toujours coûter plus cher. Oh, Seigneur. Voilà. D'accord, très bien. Bah, écoutez, vous savez, on est à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce que l'État prend en charge? Il y a les assurances et tout, non? Les assurances, je n'ai pas l'information, mais au niveau de l'État, il y a certains programmes, d'accord, Ok. qui permettent d'amoindrir Les les coûts. coûts, Super. notamment au niveau du Centre national de radiothérapie, Ok. du CNRAO, où il y a des modalités qui sont proposées aux patients, Aux patients. pour bénéficier des nouvelles techniques. Très bien. Écoutez, on est déjà à la fin de l'émission. Où est-ce qu'on peut se faire dépister rapidement? Oui. Bon, aujourd'hui, c'est au CNRAO. Ok, qu'on se fait dépister. Oui, oui, Donc oui. tout le monde peut partir là-bas à Tout le monde, n'importe tous quel les moment hommes. de la journée. Tous les hommes, oui. C'est À à n'importe- moindre coût. À moindre coût. Oui, oui. D'accord. Donc on appelle tous les hommes. CHU. Il y a aussi le CHU de Le CHU de Trècheville. Trècheville, oui. au Ok. niveau de l'unité CEDRES. D'accord. Donc quelqu'un se lève comme ça, il s'en va là-bas, il dit bonjour, je suis venu me faire dépister. C'est ok. Oui. Très bien. Et il paye combien? C'est juste l'examen, le dosage du taux de PSA qui est À 3 000, revu à je crois. 3 000 francs à peu Mais près. c'est pour seulement le mois de novembre. Après, Voilà. ils vont revenir à Après, leur coût ils vont habituel. revenir. Mais le dépistage, c'est toute l'année. D'accord. C'est pas seulement pendant le mois de novembre. Ben Et oui. n'importe quel urologue dans une clinique, dans un établissement public peut faire un dépistage. Mais même un médecin généraliste peut faire le dépistage. Il saura quel examen demander et quand orienter le patient vers un spécialiste. Très bien. Donc, c'est à tout moment. C'est à tout moment. Voilà. Écoutez, nous, on vous encourage vraiment, on encourage tous les hommes, mesdames, encouragez vos conjoints à aller se faire dépister. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Et puis, même si, je touche du bois, une personne est malade ou quoi, n'ayez pas peur de vous faire opérer. Comme il l'a dit, il y a des alternatives. Je pense que la vie, là, rien ne vaut la vie. Et puis voilà, quoi.
Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. Mais ce que je voudrais dire aux femmes qui veulent participer à la lutte, c'est d'observer leur conjoint. Oui. Alors, si votre conjoint dure dans la douche, que pour vider sa vessie, vous l'entendez gémir, ou bien il met 15 minutes alors qu'avant il en mettait 5, qu'il aille consulter. S'il se lève 4 fois, 6 fois, 8 fois la nuit pour faire pipi, il faut qu'il aille consulter.